Maintenant que nous avons donc décrit les différents composants de nos différents réseaux, nous pouvons parler des médias. Donc, nous allons voir dans cette vidéo les différents médias qu'on pourra utiliser pour du réseau. Donc on a les câbles électriques, on va voir le sujet des perturbations du signal qui peut transiter par ces câbles électriques. On va voir bien entendu les protections éventuelles contre les perturbations. On va voir ensuite les différents types de câbles électriques, donc paires torsadées, les différentes catégories de paires torsadées, donc les catégories obsolètes, les catégories en voie de remplacement et les catégories actuelles. Ensuite, on évoquera la question du blindage de ces câbles. Donc on verra les différents types de blindage qu'on peut avoir pour les câbles électriques à paires torsadées. On verra ensuite les câbles coaxiaux, qui sont un type spécifique de câble électrique. On verra ensuite la fibre optique, le sans fil, les différentes solutions de sans fil, sur quoi ça repose, etc. Et enfin, le CPL. Donc, tout d'abord, les câbles électriques. Donc, les câbles électriques sont des lignes de transmission, c'est-à-dire des éléments conducteurs métalliques, cuivre le plus souvent, qui permettront d'acheminer un signal, donc d'un émetteur vers un récepteur. Le tout, bien entendu, via modulation de fréquence, etc., sur ce conducteur métallique. La technologie pourra varier suivant les solutions qu'on mettra pour mettre en place l'utilisation de ce média, bien entendu. Donc, les différentes perturbations qu'on peut avoir par rapport à ce câblage électrique. Sur une ligne de transmission, on pourra avoir des perturbations qui sont d'origine toutes électromagnétiques, donc d'origine intérieure ou extérieure. Donc on peut avoir des perturbations qui viendront des câbles qui sont à l'intérieur de notre câble, donc entre les différentes paires de fils, etc. Ou on pourra avoir des perturbations extérieures, c'est-à-dire qui viendront par exemple d'un moteur, d'un micro-ondes, ce genre de choses. Donc, qu'est-ce que fait une perturbation par onde électromagnétique? Elle va en fait ajouter une tension au signal à transmettre, et du coup, elle va transformer ce signal. Quand il s'agit d'un signal audio, on va parler par exemple de friture. Donc, vous entendez, il y a de la friture sur la ligne. Tout simplement, c'est qu'il y a eu perturbation du signal. Dans le cadre d'un signal numérique, cette perturbation va changer l'état de certains bits. Du coup, tout le message est faussé et il faudra le renvoyer. C'est pour ça qu'on a des différents systèmes de test de l'intégrité de notre message entre son émission et sa réception. Il doit être resté le même. S'il n'y a pas eu de perturbation, s'il n'a pas subi de perturbation, le message a bien pu être transmis, sinon il faudra le renvoyer. Donc, qu'est-ce qu'on a comme protection contre les perturbations? Tout d'abord, il doit y avoir un antiparasitage des différentes sources de parasites. Donc, différents outils qui risquent d'émettre des champs électromagnétiques, comme je vous le disais, les micro-ondes, les lampes halogènes, les frigos, qui, par leur activité électrique forte, vont déclencher un champ électromagnétique, les moteurs électriques, ce genre de choses. Donc ça, c'est une obligation légale de la part du constructeur de ce matériel-là. C'est pas quelque chose dont a priori vous avez besoin de vous soucier. Mais si votre câblage doit passer proche de ce genre d'outils, il faudra bien entendu le prendre en compte dans votre étude du câblage à mettre en place. Donc ensuite, on doit bien entendu éloigner la ligne de transmission de toute source potentielle, donc de tous ces micro-ondes, moteurs électriques, etc. Ensuite, on pourra mettre en place des chemins de câbles métalliques, donc qui vont servir de cage de Faraday. On réévoquera ce sujet un petit peu plus loin. On peut blinder les câbles. Pareil, on va l'évoquer plus loin. On évoquera ces deux sujets ensemble en fait. Et ensuite, on peut mettre en place une transmission différentielle, c'est-à-dire qu'on va émettre nos différentes trames de manière différentielle, nos différentes informations, différents signaux de manière différentielle. Donc, dans les types de câbles, on a tout d'abord les câbles à paire torsadée. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une paire torsadée? Donc, c'est, comme son nom l'indique, deux fils, donc une paire, qui ont été torsadés ensemble, donc enroulés en hélice. Pourquoi on fait ça? Tout simplement pour maintenir constant la distance entre ces deux fils, afin de diminuer la diaphonie. Donc, la diaphonie, c'est quoi? C'est la perturbation du signal d'un fil par le champ magnétique d'un second. Donc là, on va se prémunir d'une perturbation de notre signal
par les câbles qui sont au sein d'un même câble. D'accord? Les fils électriques qui sont au sein d'un même câble. Donc, comment on caractérise ces différentes paires torsadées? En fait, elles sont caractérisées par leur nombre moyen de torsades par mètre. On va voir, dans les câbles à paires torsadées, les différentes paires de câbles ont des torsades différentes, donc des taux moyens de torsades par mètre qui vont être différents afin d'éviter les perturbations entre paires torsadées. Comme ça, elles ne seront pas sur les mêmes longueurs d'onde, etc. Ça va diminuer tout ça. Donc bien entendu, un câble réseau va généralement être composé de plusieurs paires torsadées. Et comme je vous l'ai évoqué, il est important de varier le nombre de torsades par mètre. Bien entendu, c'est pas vous qui vous occupez de créer vos câbles, mais lors de l'achat de ces câbles, ça pourrait être des critères qui pourront être décisifs. Mais on va surtout s'intéresser ensuite au blindage de ces câbles-là et à leur catégorie. Tous ces torsades, etc., ces caractéristiques de câbles nous permettent de catégoriser nos câbles à paires torsadées dans différentes catégories qu'on va voir directement. Donc tout d'abord, il y a deux catégories obsolètes, catégorie 1 et catégorie 2. La première catégorie, ça a été utilisé pour la téléphonie. Elle est aujourd'hui abandonnée au profit de la catégorie 5, qu'on va voir ensuite. La catégorie 2, donc elle était anciennement utilisée surtout pour du token ring. Elle est de très faible débit, 4 mégabits par seconde, avec une bande passante de 2 MHz. Donc vous voyez, ces deux catégories sont obsolètes tout simplement, car techniquement, elles ne répondent plus aux besoins qu'on a de nos jours. Ensuite, on a deux catégories qui sont en voie de remplacement, catégorie 3 et catégorie 4. Donc, tous ces câbles sont constitués de 4 paires torsadées de cuivre. Donc la catégorie 3, elle a une bande passante de 16 MHz. Il a été utilisé également principalement pour la téléphonie et est lui aussi progressivement remplacé par la catégorie 5. Il n'est pas totalement obsolète aujourd'hui, il arrive encore d'en retrouver dans la téléphonie pour les installations qui se font aujourd'hui dans certains bâtiments et tout. Normalement, ça ne devrait pas se faire étant donné la faible qualité de ces câbles-là. Mais vu leur coût, voilà. Alors justement, étant donné qu'ils sont petit à petit abandonnés, il est de moins en moins intéressant de les utiliser, car étant donné qu'il y a de moins en moins de gens qui les achètent, les prix augmentent. Toujours cette question d'offre et de demande. Donc vraiment, catégorie 3, a priori, on ne l'utilise plus. Le gain financier n'est vraiment pas assez fort pour justifier la perte de qualité. Ensuite, on a la catégorie 4, donc c'est une catégorie qui est non décrite dans la norme actuelle, qui elle aussi est composée donc de 4 paires de cuivre, qui a une bande passante de 20 MHz et qui est généralement utilisée pour des réseaux token ring, donc pour 16 mégabits par seconde, et pour des réseaux 10 bastés. Normalement, on n'en trouve plus trop aujourd'hui. Donc les catégories actuelles. On a la catégorie 5 qui a donné la naissance à la catégorie 5E, qu'on a tendance à avoir utilisé aujourd'hui. Donc la catégorie 5, elle a une bande passante de 100 MHz. Elle est utilisée aussi bien pour de la téléphonie que du réseau. Elle peut être utilisée pour du Fast Ethernet en 100 Mbps qui offre du 100 Mbps par seconde. Elle est remplacée par la catégorie 5 qui est plus fiable, donc 5E, donc E étant pour Enhanced. Sa bande passante est de 125 MHz au lieu de 100 MHz. On parle aussi de câbles classe D. Ensuite, on a la catégorie 6 ou classe E. Donc eux, ils sont un petit peu plus chers, pas beaucoup. Ils offrent une bande passante de 250 MHz et plus. On a au-dessus la catégorie 6A qui offre une bande passante de 500 MHz et qui est généralement utilisée pour des réseaux 10G bastés sur 90 mètres. Ensuite, on a la catégorie 7, donc classe F. Là, c'est vraiment la catégorie la plus haute qu'on utilise aujourd'hui dans les câbles à paires torsadées. L'offre du 600 MHz, très large. Elle est utilisée aussi bien pour du réseau que de la télévision, de la VHF ou de l'UHF. Évidemment, pour des choses qui demandent plus de débit, etc., on peut utiliser de la fibre ou du coaxial. Et en dessus, on a encore la catégorie 7A, donc une amélioration de la catégorie 7 qui, elle, est sur 1 GHz et qui peut aller jusqu'à 10 gigabits par seconde. Avec du gigabit Ethernet. Donc ensuite, la question du blindage. Donc le blindage, c'est une technique qui va permettre de limiter les interférences. Donc pour chaque paire, elles peuvent être mises en place afin de limiter les interférences entre paires au sein d'un même câble. Donc elles sont mises, c'est un blindage qui est mis autour de la paire. Et c'est aussi un blindage qui peut être mis sur l'ensemble du câble, donc autour de la
totalité des paires, avant le gainage. Donc ici, là, ça va être tout simplement pour éviter les interférences externes au câble. Donc, comment cela travaille? En fait, ça va jouer le rôle de cage de Faraday, c'est-à-dire que ça va acheminer les parasites électriques vers une masse. C'est un élément conducteur qui récupère donc ces parasites électriques et qui les relâche, si vous voulez, vers la Terre. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que sinon, si on n'a pas cette cage de Faraday, ce champ électromagnétique interfère avec le câble lui-même, parce que c'est le câble lui-même qui fera transiter cette énergie supplémentaire. D'où ce qu'on parlait tout à l'heure, les parasites qui risquent de parasiter, justement perturber notre signal. Donc on a plusieurs types de blindage. On a deux types de blindage qu'on va utiliser dans les câbles à paire torsadée. On a les blindages foil shading, donc c'est le blindage par feuillage, c'est une feuille d'aluminium, toute bête. Cette solution a un coût modéré mais n'est pas la plus efficace. La plus efficace sera le blindage par tresse, donc braid shading. C'est du cuivre étamé en fait qui est travaillé en tresse et qui donc va beaucoup mieux conduire, va beaucoup mieux recevoir en tout cas ce champ électromagnétique. Donc il fera une bien meilleure protection même si le coût est très légèrement plus élevé. Donc avec tous ces différents blindages, qu'est-ce qu'on a comme type de câble? Donc je vous ai mis dans la première colonne la dénomination courante, celle qu'on utilise dans le langage courant. Généralement, on va quand même essayer de l'éviter parce qu'elle apporte une certaine confusion. Ensuite, on a la dénomination officielle. Donc là, vous allez le voir, c'est vraiment pas compliqué à comprendre, hein. C'est la dénomination officielle nous dit tout simplement ce qu'il y a dans ce câblage. Et ensuite, je vous fais la description et l'usage éventuel de ce câblage. Donc tout d'abord, l'UTP. Sa nomination officielle, c'est l'UTP. Là, on peut utiliser ce terme UTP, ça porte pas à confusion. Donc là, c'est des câbles sans aucun blindage. Coût minimal, évidemment, aucun blindage, donc pas de surcoût du fait du blindage. Mais du coup, on n'a aucune protection, donc un intérêt à avoir aucune source de champ électromagnétique à proximité de ces câbles. Il y a plein de cas où ça pourra être le cas. Ensuite, on a le STP, donc c'est de l'UFTP. Donc justement, on dit U slash FTP, donc ça signifie quoi? Ça veut dire U c'est pour unshielded, donc non blindé. Donc ça c'est le blindage du câble. Slash soit F, on l'a parlé au-dessus, soit F soit S, donc tressé ou non tressé, ou feuilleté. Donc F ça sera pour le feuilleté, S ça sera pour le tressé, et U ça sera pour rien du tout. Donc là U slash FTP, ça veut dire rien du tout pour le câble en entier, et du feuilletage, un feuillard, autour de nos twisted pairs, d'où le TP, les paires torsadées. Donc le UFTP, ça va être véritablement pour généralement des câbles d'assez mauvaise qualité. On l'utilise pas énormément de nos jours, étant donné que il revient pas forcément moins cher que le FTP lui-même. Et que disons que si on a besoin vraiment de ça, c'est qu'on aura a priori des problèmes de torsade sur les différents câbles et tout. Ça nous permettra d'avoir une meilleure durée de vie de nos câbles, mais le gain est vraiment pas très fort. Ensuite, donc on a le FTP, le FUTP, donc on a un feuillard pour le blindage du câble et rien du tout pour le blindage interpair. C'est le plus courant qu'on utilise, un meilleur rapport qualité-prix. Ensuite, on a le FFTP, donc feuillard à l'extérieur et feuillard interpair. Donc celui-là, on va surtout l'utiliser pour faire transiter une information d'origine satellite, etc. Ensuite, on a le SFTP, donc SF pour l'externe, donc on a feuillard et tresse, on a les deux. Donc là, on a vraiment un blindage externe, enfin un blindage général du câble qui est très fort, mais par contre, on n'a rien à l'intérieur, simplement parce que les câbles de catégorie 5 n'ont pas besoin, a priori, vu les taux de torsade de leurs différentes paires, n'ont pas besoin spécialement de blindage interne, étant donné que ces taux de torsade font que vraiment les perturbations internes sont quasi nulles. Donc là, c'est vraiment la catégorie maximale qu'on a de protection pour de la catégorie 5E. Donc vraiment le meilleur câble en rapport qualité-prix que vous pourrez avoir aujourd'hui. Bien entendu, cela dépend de vos besoins de vitesse, etc., la technologie que vous utilisez avec. Mais si vous avez besoin de catégorie 5, vous prendrez du 4.5E SFTP. Ensuite, on a du SSTP,
TP, donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort. Donc blindage externe, c'est une tresse, et on a un blindage interpaire en feuillard. Donc là, c'est uniquement à partir de la catégorie 6, les câbles de catégorie 6 et 7, du fait de leur taux de torsade entre les différentes paires, peuvent avoir besoin de ce blindage externe interne, interpaire, ce qui n'était pas le cas de la catégorie 5. Donc ensuite, on a les câbles coaxiaux. Donc les câbles coaxiaux, ils ont un seul conducteur interne. Donc c'est un simple brin ou plusieurs brins qui sont au cœur de notre câble. Contrairement aux paires torsadées où on a nos câbles, plusieurs câbles, qui sont donc gainés et torsadés entre eux. Donc là c'est du cuivre bien entendu, hein, de nos jours. Pour l'instant aujourd'hui encore c'est le meilleur rapport qualité-prix pour faire transiter des informations. Donc on appelle ça lame du câble. Je vous ai mis un petit dessin à la droite, donc lame du câble, c'est le D. Donc il y a une petite flèche D, c'est ce qu'il y a tout au milieu. Ensuite, autour, on va avoir donc une matière diélectrique, donc isolante, qui va nous permettre d'isoler parfaitement notre âme du câble, donc le conducteur, avec son blindage. Comme ça, on est certain qu'il n'y a pas d'interférence entre le blindage et le conducteur lui-même. Bien entendu, on a cet isolant aussi dans les câbles à paire torsadés. Vous aurez remarqué, on a une gaine plastique autour de chaque fil. D'accord? Donc c'est pour ça, après on les torsade, etc. Donc généralement, cette matière diélectrique, c'est du téflon ou du PV. Ensuite, du PVC, pardon. Ensuite, on a avec ces câbles, pourquoi on va l'utiliser? En fait, ces câbles, ils sont parfaitement compétents pour répondre à des questions de longue distance à faible coût. C'est pour ça que justement, on parle de réseaux câblés dans nos villes. C'est que souvent, c'était des câbles coaxiaux qui étaient utilisés, même qui sont encore utilisés beaucoup de nos jours, même si on privilégie la fibre optique. On verra pourquoi par la suite. Donc, vous aurez remarqué, par exemple, dans beaucoup de pays, quand vous êtes chez votre opérateur câble, c'est généralement un câble coaxial qui vous permet de connecter votre modem à la prise murale, tout bêtement. Mais derrière, c'est aussi du câble coaxial qui s'utilise. Alors le problème de ces câbles, c'est qu'ils sont fragiles. Déjà, ils sont extrêmement fragiles, ils sont très sujets aux torsions. Donc on va pas du tout les utiliser pour des endroits où on a besoin de faire des angles, etc. Ils sont instables et vulnérables aux interférences et aux écoutes. Alors les écoutes, bien entendu, c'est une question de sécurité assez importante, hein. Je me souviens par exemple moi-même de l'enseignement de certains de mes formateurs en sécurité, qui, ayant travaillé pour l'armée et le renseignement militaire, m'ont décrit et me montré certains outils qui permettent de faire de l'audit de tout un bâtiment simplement par la réverbération électromagnétique de nos câbles. Donc on peut parfaitement écouter un réseau sans avoir accès au réseau, dans les faits. Donc ces câbles coaxiaux font un grave danger de sécurité. Donc si on fait cela, il faudra vraiment avoir un gainage très fort. Des chemins de câbles très résistants et avec eux-mêmes des cages de Faraday pour éviter l'écoute et les interférences. Cela va dans les deux sens, hein. Si on laisse passer un champ électromagnétique qui sort du câble, ce qui va permettre l'écoute, ça veut dire qu'on fait aussi passer un champ électromagnétique qui peut venir vers le câble. Ensuite, on a la fibre optique. Donc la fibre optique, c'est quoi comme technologie? C'est tout simplement un câble qui va nous permettre d'acheminer un signal par un signal laser. Donc on fait transiter tout simplement de la lumière dans nos différents câbles. Donc là, ça va vraiment nous permettre d'avoir du très haut débit. Donc là, ces rayons optiques vont transiter dans ce qu'on appelle le cœur du câble. Donc ce cœur est bien entendu entouré d'une gaine. Donc cette gaine permet la réverbération du rayon optique pour qu'il puisse être acheminé jusqu'au bout du câble, et une protection bien entendu pour qu'il n'y ait pas de fuite et d'interférence. Là les interférences sont lumineuses bien entendu. Il n'est pas sujet aux interférences électromagnétiques, c'est de la lumière, c'est pas de l'électricité qui passe. Donc la fibre optique est bien entendu unidirectionnelle. Vous imaginez bien que si on essayait d'envoyer deux rayons optiques dans deux sens opposés dans un même cœur de câble, on aurait des collisions entre nos signaux. Donc quand on va vouloir faire de la fibre optique bidirectionnelle, en fait on peut tout simplement deux fibres optiques.
Donc grâce à ces caractéristiques, elle est insensible au champ électromagnétique comme je vous le disais, donc ça c'est son gros avantage. On va avoir deux types de fibre optique, donc le monomode qui va permettre d'aller à des débits jusqu'à 1 gigabit par seconde par kilomètre, et le multimode qui lui va aller jusqu'à 100 gigabits par seconde par kilomètre. C'est ce qui est utilisé beaucoup pour aujourd'hui le câblage de nos réseaux urbains, afin de remplacer justement tous les câbles à paire torsadés et coaxiaux qui ont été utilisés jusqu'à aujourd'hui. Vous imaginez bien dans l'environnement urbain que les câbles soient sujets aux perturbations par champ électromagnétique, c'est déjà très mauvais. Et la technologie elle-même de câbles qui font transiter un champ électrique amène qu'on a un faible débit de fait, hein. La limitation, je vous l'ai dit, hein, catégorie 7, on peut aller 7A, on peut aller jusqu'à du 1 gigabit, 10 gigabits les grands max, mais on peut pas aller jusqu'à du 100 gigabits par seconde. Et surtout pas sur de la longue distance. La fibre optique aussi permet de faire transiter sur ça, tout ça sur de la très longue distance. Donc avantage, légèreté, déjà tout d'abord, c'est des câbles extrêmement légers, totalement immunisés au bruit, donc je vous l'ai dit, hein, c'est de la lumière, donc champ électromagnétique, on oublie. Très faible atténuation, du coup on peut aller sur de très longues distances, extrêmement haut débit, et quasi impossibilité d'écoute. Pour écouter tout cela, il faut pouvoir tout simplement couper notre fibre optique, mettre un intercepteur, en fait un répéteur tout matement, mais qui va également euh, écouter notre signal, nous le loguer, etc. Donc il faut pouvoir recevoir ce champ lumineux et pouvoir le retransmettre. C'est quelque chose qui demande quand même pas mal de travail, vous imaginez bien. Donc du coup, quasi impossibilité d'écoute. Inconvénient, déjà l'installation est très complexe, c'est vraiment des câbles vraiment pas souples, très fragiles. Du coup, les installer, ça demande vraiment des techniques particulières, un contexte particulier, etc. Également, son coût est très élevé. Donc évidemment, on va pas du tout utiliser de la fibre optique pour de la LAN. Donc c'est surtout utilisé pour des connexions entre répartiteurs et pour des connexions très haut débit. Donc par exemple, pour connecter deux bâtiments, deux réseaux LAN ou MAN, ça dépendra de la taille de nos bâtiments, qui ont besoin d'un gros trafic d'interconnexion, on fait passer tout ça par de la fibre optique multimode. Également pour de l'internet, etc. Et comme je vous l'ai dit, ça convient absolument pas au LAN. Imaginez pas faire votre petit LAN personnel en fibre optique. C'est totalement stupide, ne serait-ce que du fait du prix. Donc ensuite, on a le sans fil. Donc le sans fil, ça va toujours passer par des ondes électromagnétiques. Alors si vous vous rappelez un petit peu vos cours de physique, si ça, pour certains d'entre vous, ça peut remonter un petit peu loin, les ondes électromagnétiques, ça couvre beaucoup de choses. Ça peut couvrir aussi bien les ondes radio, donc ça c'est les ondes électromagnétiques qui auront une fréquence entre 9 kHz et 300 GHz. C'est ce qui est utilisé pour la FM, etc. C'est ce qui est utilisé pour la plupart de nos réseaux. Ça couvre également l'infrarouge, les micro-ondes, le champ lumineux visible, etc. Donc tout cela peut être utilisé pour la communication. Bien entendu, tout ne peut pas être utilisé pour la télécommunication terrestre, étant donné que notre atmosphère absorbe beaucoup de ces ondes électromagnétiques. Donc suivant la fréquence de ces ondes électromagnétiques, il y en a qu'on pourra utiliser pour la communication terrestre, d'autres qu'on utilisera pour la communication satellitaire, spatiale, etc. Bien entendu, nous, on ne va pas aller jusque-là. On va parler de ce qu'on peut avoir sur notre bonne vieille Terre pour pouvoir faire communiquer nos différents composants entre eux. Donc, tout d'abord, on a les ondes radio, je vous l'ai dit, entre 9 kHz et 900 GHz. Ces ondes radio, elles sont réglementées, et les réglementations vont dépendre de la région du monde. On a des réglementations nationales, on a des réglementations continentales, on a des réglementations nationales. Donc il y a certaines fréquences qu'on peut utiliser, d'autres qui sont réservées aux militaires, d'autres qui sont réservées à certains niveaux d'urgence, etc. Bref, vous ne pouvez pas tout utiliser. Donc déjà, cette réglementation fait que pour les communications réseau, on va être limité à un espace de l'UHF. Donc l'UHF, c'est l'ultra haute fréquence, donc c'est un sous-ensemble des ondes radio qui ont une fréquence entre 300 MHz et 3 GHz. Donc c'est le plafond le plus haut des ondes radio. Donc là-dessus, on pourra avoir différentes technologies, vous en connaissez la plupart. Je vous les ai classées ici en fonction de l'étendue
de notre réseau. Donc par exemple pour du PAN, on va utiliser du Bluetooth, du Zigbee ou du wireless USB. Donc tout cela, tous ces protocoles établissent dans leurs spécifications des fréquences qu'ils peuvent ou non utiliser, et ces réglementations pourront changer suivant les réglementations de chaque pays. Par exemple le Wi-Fi, qui est utilisé pour de la LAN, lui, ben, il pourra avoir certaines fréquences qu'on va utiliser aux États-Unis, mais qui ne seront pas utilisables en Europe. On a ensuite donc pour les LAN l'HyperLAN 1 et 2 qui est plus trop utilisé aujourd'hui. Pour du MAN, on va avoir le WiMAX, vous avez certainement entendu parler. L'HyperMAN ou l'HyperAccess, aujourd'hui c'est le WiMAX qui a tendance à gagner. Et ensuite pour le WAN, donc généralement c'est ce que vous utilisez avec vos téléphones mobiles, c'est la 3G, la 4G, le GSM, l'UMTS, etc. Donc là, on a couvert déjà 99% que vous pourrez rencontrer, même je dirais plus 99,9% de ce que vous pouvez rencontrer en réseau. Ensuite, on a l'infrarouge. Donc l'infrarouge, c'est entre 300 GHz et 100 THz. C'est très peu utilisé. Ça peut être éventuellement utilisé sur très longue distance, enfin sur très longue distance, sur d'assez longue distance, hein, pour du MAN, pas pour du WAN. Mais c'est totalement anecdotique parce qu'en fait c'est sujet aux perturbations atmosphériques. Donc vous imaginez bien, si notre réseau est dépendant du temps qu'il fait, ça risque d'être un petit peu gênant. C'est la technologie qui utilise de l'infrarouge aujourd'hui, même elle commence à être totalement dépassée par le Bluetooth et le wireless USB, c'est l'IRDA. Vous avez certainement dû déjà en voir, c'est ce qui vous permet de faire, si vous permettez, de faire du transfert de données entre nos vieux téléphones. Voilà. Donc ça c'est l'IRDA, ça se faisait par infrarouge. Donc aujourd'hui c'est beaucoup remplacé par les technologies à ondes radio et surtout le Bluetooth. Et ensuite on peut utiliser d'autres champs du spectre électromagnétique. On peut par exemple utiliser le champ lumineux visible, donc les couleurs rouge, bleu, violette, tout ce que vous pouvez voir. Donc c'est totalement anecdotique bien entendu, vous vous en doutez. Si vous voulez vous renseigner un petit peu là-dessus, vous pouvez aller voir le LiFi. Donc le LiFi, c'est une technologie proche du Wi-Fi, mais qui, au lieu de passer par les ondes radio, passe par le champ lumineux visible. Voilà. Donc ça, c'était pour vous évoquer que il y a d'autres médias que je ne présente pas ici, mais qui existent, mais qui sont vraiment soit pour l'événementiel, soit pour de la démonstration, soit pour de la recherche technique, mais que vous n'utiliserez pas. Et enfin, donc on a le CPL. Donc le CPL, c'est une vieille technologie, hein, ça a d'abord été théorisé dans les années 30, donc c'est vraiment pas tout récent. Donc c'est en fait le fait de faire passer une information, un signal, par le réseau électrique, donc celui qui normalement ne doit acheminer que de l'énergie, donc celui sur lequel on ne s'intéresse pas du tout aux différents signaux qui peuvent transiter. Tout ce qui nous intéresse, c'est l'énergie qu'on peut récupérer. Mais ici, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va superposer à la modulation de fréquence qu'on a sur nos courants alternatifs, une haute fréquence de faible énergie qui, elle, va pouvoir faire transiter un signal. Donc, ça va nous permettre, en branchant une prise un petit peu spéciale sur notre prise électrique, de récupérer ce signal. Donc on a deux catégories de CPL. C'est celles qui permettent tout d'abord de faire du haut débit. C'est par exemple celle que vous pouvez avoir avec les modules free qui permettent de faire transiter par du CPL entre votre télé et votre box. Ça, c'est voilà, c'est du CPL haut débit. Donc ça se fera par modulation multiporteuse. On a plusieurs portantes pour notre signal. Donc sur une bande de fréquence de 1,6 à 3 MHz. Là, ça va pouvoir nous offrir entre 14 et 500 mégabits par seconde, suivant la technologie qui permet d'implémenter ça. Donc même si on appelle ça du haut débit, on n'est quand même pas sur quelque chose de très fou. Donc généralement, on va utiliser de l'OFDM ou encore beaucoup de technologies propriétaires sur du CPL. Il y a beaucoup de technologies propriétaires. Ensuite, on a du bas débit. Donc dans le bas débit, généralement, on va utiliser ça surtout pour faire transiter des ordres. On va pas faire transiter des informations genre un signal télé ou vraiment quelque chose pour le réseau. On va plus envoyer des commandes. Donc c'est ce qui est utilisé pour la domotique par exemple avec le X11. Hein, vous pouvez aller fouiller ça un petit peu. Donc là, on aura vraiment des débits très faibles, hein, entre 2,4 et 20 kilobits par seconde. Donc le CPL, c'est bien joli,
Son gros avantage, ça va être bien entendu qu'on a besoin de rien câbler. On utilise un câblage existant, hein. Du câblage électrique, on en retrouve partout. Votre serveur, votre routeur, tout ça, ils doivent être alimentés par l'électricité. Donc tout ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une prise spéciale qui va récupérer l'énergie d'un côté et de l'autre côté le signal et qui va le faire transiter vers notre routeur ou notre serveur. Donc c'est bien, mais derrière, ça va avoir un gros défaut. C'est que le câblage électrique, c'est pas du tout fait pour faire transiter de l'information. C'est fait pour faire transiter de l'énergie. Donc ça n'a pas du tout été étudié pour. C'est extrêmement sujet aux perturbations par champ électromagnétique. Donc du coup, vous pourrez avoir de nombreuses collisions, vous pourrez avoir de nombreuses perturbations. Votre signal, il n'est pas du tout certain d'arriver à destination. Donc généralement, on va répéter le signal. Ce X11 par exemple a tendance à envoyer, sans même demander, 5 fois le même signal, pour être sûr qu'au moins il arrive à destination. Donc on aura vu ici l'ensemble des différents médias qu'on peut utiliser dans le réseau, même les plus anecdotiques. Donc on a vu le filaire, donc les câbles aperture-sadé et les câbles coaxiaux. On aura vu la fibre optique, le sans fil, donc les ondes électromagnétiques, et enfin le CPL. Et avec tout ça, on a tout couvert. Donc on a fait le tour des composants, des médias, de pas mal de théories, etc. Et là maintenant, on va enfin pouvoir s'intéresser aux différents protocoles et on va commencer avec l'Ethernet tout de suite dans la vidéo suivante.